Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique, un podcast que nous enregistrons avec notre invitée Christine Gavini. Rectrice de l'Académie de Normandie jusqu'au 26 mars dernier, elle occupe désormais des fonctions au sein de l'administration centrale du ministère de l'Éducation nationale. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et cette rencontre a lieu dans le cadre du parcours de formation vers l'égalité professionnelle, osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière que j'ai le plaisir d'animer. Cette année, en Normandie, 13 femmes cadres de la fonction publique suivent ce parcours ambitieux. Pour nous en dire plus, j'accueille Yann Derlin de l'Institut régional d'administration de Lille. Bonjour Yann, merci d'être avec nous. Bonjour et merci Isabelle Bonnet-Muret. Je suis très heureux, mais surtout très fier d'être parmi vous aujourd'hui et de représenter l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de l'ouverture de ce podcast. Il viendra enrichir une collection de podcasts de plus en plus conséquente au fil des sessions et en sera donc le numéro 10. Je voudrais juste dire quelques mots sur ce parcours de formation qui a été mis en place par l'IRAD Lille en partenariat avec la plateforme ressources humaines de la préfecture de Normandie à destination des femmes cadres de la fonction publique. En fait, l'objectif de ce parcours, c'est d'identifier les freins rencontrés par les femmes cadres de la fonction publique dans leur projet d'évolution professionnelle et de les accompagner pour lever chacun de ces freins. Au terme du parcours, cette interview permet aux stagiaires de rencontrer une personnalité féminine qui incarne un rôle modèle, source d'inspiration. Je tiens à remercier Madame Christine Gavini, la PFRH Normandie, les stagiaires de la promotion Normandie et leur coordinatrice Isabelle Bonnet-Muret pour la préparation de cette rencontre. Très bonne écoute. Nous allons maintenant présenter notre invitée. Alors mesdames, à vous de jouer. Madame Gavini, alors pour vous présenter en quelques mots, vous avez un parcours académique impressionnant, normalienne, diplômée de sciences politiques, agrégée en sciences sociales et docteur en sociologie des organisations. Vous avez été enseignante-chercheuse durant une dizaine d'années avant de travailler dans différents cabinets ministériels pour porter des projets liés à la formation et à l'emploi, thématique que vous appréciez tout particulièrement, certainement parce que vous êtes sociologue des organisations. Absolument. Votre éducation a été marquée par les valeurs de la République que vous ont transmis vos parents enseignants et qui ont animé votre parcours. Nous sentons chez vous un engagement puissant, nourri par ces valeurs. Après votre expérience en cabinet ministériel, vous avez occupé des fonctions importantes au sein du ministère de l'Éducation nationale en tant que directrice d'administration centrale, d'inspectrice générale de l'administration et de rectrice. Vous connaissez bien la Normandie pour y avoir été rectrice durant 6 ans. Vous avez été choisie pour conduire la fusion des 2 académies normandes. Un défi de taille que vous avez aimé relever. Cela vous a permis de confronter les théories de la sociologie des organisations à la réalité de la création d'une académie nouvelle entièrement repensée. Vous apparaissez comme une femme persévérante et engagée, forte de convictions et de valeurs, et nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Nous avons hâte de faire la connaissance de la femme inspirante que vous êtes. Merci beaucoup, c'est très touchant. Alors je vais démarrer par la première question. Madame Gavini, pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? Alors, c'est une question importante parce que depuis le 26 mars, je ne suis plus rectrice et c'était en tant que rectrice que j'avais accepté l'invitation. Et donc, j'étais à l'époque normande et je me suis donc posé la question de poursuivre ce travail avec vous. Et je me suis dit que le sujet en valait la peine et que, n'étant plus normande, je peux quand même encore dire des choses pour les Normands et puis au-delà. Et que, bien sûr, ce sujet de l'égalité des femmes, notamment en égalité professionnelle, il me parle beaucoup. C'est un sujet de préoccupation, je dirais presque constant depuis longtemps, depuis que j'ai pris conscience de son importance. Et donc, il me semble que c'est utile. Et à ce titre, j'ai décidé de venir. Delphine Duvallée, je suis chargée de mission Parcoursup au sein de la délégation régionale académique à l'information et à l'orientation. Madame Gavini, est-ce que vous pourriez nous présenter les grandes étapes de votre parcours professionnel ? Oui, alors ça a été un petit peu dit. J'ai commencé comme enseignant-chercheur dans différentes universités. J'étais d'abord à Rennes 2, ensuite à Orléans et ensuite à Marne-la-Vallée. Et puis j'ai été nommée maître de conférence à Paris 1. Et là, ma vie a changé beaucoup puisque j'ai changé de parcours, puisqu'on m'a proposé de rejoindre un cabinet ministériel. Et c'en est en suivi un certain nombre d'expériences de cabinet. La
première, c'était étrangement, j'ai commencé par Matignon. C'est la vie, parfois. Évidemment, très déstabilisant quand on connaît peu l'administration, ce qui était mon cas, mais très, très, très passionnant. Et puis ensuite, un cabinet plus spécifique qui portait sur l'emploi, la cohésion sociale, et on avait le logement à l'époque également. C'était Jean-Louis Borloo qui était le ministre. Et puis ensuite, au sortir de ce cabinet, je suis entrée au ministère de la Défense. Je suis entrée parce que j'avais travaillé sur un projet que j'aime beaucoup, un projet qui s'appelle les Épides, que certains peut-être connaissent, avec quelqu'un du ministère de la Défense qui m'a proposé de poursuivre l'aventure au sein de ce ministère. Et donc, je suis entrée comme sous-directrice sur la question de la formation des écoles de la Défense. Les écoles de la Défense sont très nombreuses, il y a beaucoup de sujets de formation. Et donc, j'ai enchaîné là-dessus pendant 4 ans. Et puis, à nouveau, on m'a proposé de refaire du cabinet ministériel au sein du cabinet du ministère de la Défense, ce que j'accepte avec grand plaisir. Ensuite, au sein du ministère des Affaires étrangères, là, j'avoue que c'était un saut assez important parce que j'avais un petit peu oublié ma géographie, je parlais plus anglais depuis pas mal de temps et je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas ? Et pour autant, ça a été sans doute une des plus belles expériences professionnelles de ma vie parce que c'est un ministère extraordinairement attachant, où on voit des choses qui transcendent un peu ce dont on a l'habitude. On travaille avec des pays qui n'ont pas le même fuseau horaire. On travaille sur des sujets, en ce qui me concerne, je travaillais sur les sujets multilatéraux, puisque je n'étais pas une spécialiste, et donc il avait bien fallu me trouver des sujets qui n'étaient pas trop dangereux à traiter. Et donc, on m'avait donné les sujets multi, mais les sujets multi sont passionnants. J'ai travaillé sur, évidemment, les questions scolaires, éducatives, universitaires, culturelles, mais aussi des sujets de santé, puisqu'à l'époque, il y avait des questions autour du fonds-sida, par exemple. Et donc, vraiment, j'ai fait des choses extraordinaires et j'étais très heureuse. J'aurais aimé continuer au Quai d'Orsay, mais ça n'était pas possible parce que je n'étais pas diplomate de carrière. Et donc, j'ai enchaîné sur un poste de directrice d'administration centrale des 2 ministères, ministère de l'Éducation et ministère de l'Enseignement supérieur, dans le domaine des relations internationales. Et là aussi, ça a été une très belle expérience. C'était appliquer, en fait, tout ce que j'avais appris en diplomatie à un thème spécifique, qui est l'éducation, l'enseignement supérieur. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine de la coopération internationale dans ces ministères. Ensuite, on m'a proposé d'entrer à l'Inspection générale de l'éducation nationale. Alors, c'était à l'époque IGA-ENR, c'était l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Maintenant, les deux ont fusionné dans l'IGESR. Et donc, je suis restée 5 ans à l'Inspection générale où j'ai fait beaucoup de rapports de toute nature, pas mal de rapports d'ailleurs sur l'enseignement supérieur, quelques rapports sur l'éducation, très passionnant aussi. C'est une façon, l'inspection générale, c'est une façon très très pertinente d'entrer dans des sujets, même si vous les connaissez pas, parce qu'en fait, vous êtes obligé d'acquérir très très vite plein de connaissances sur un sujet, d'entendre les gens en parler. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Et puis, on m'a proposé, donc en 2018, d'être rectrice, pour un très grand honneur pour moi. Pour 1 an, parce que je suis partie comme rectrice dans l'académie de Limoges, qui est une très jolie petite académie dans laquelle j'étais extrêmement heureuse. Je passe le message, l'académie de Limoges est magnifique et les gens, ils sont terriblement attachants. Et puis, comme vous le savez, l'académie de Normandie rencontrait des difficultés parce qu'elle était en pleine fusion et que ça semblait difficile. Et donc, on m'a proposé, parce que justement, j'ai cette composante sociologue des organisations, on m'a proposé de venir en Normandie pour fusionner les 2 académies et puis évidemment ensuite être rectrice de l'ensemble normand. Et c'est ce que j'ai fait. Alors oui, fusionner n'a pas été simple. Ceux qui connaissent l'académie savent qu'il reste encore aujourd'hui des difficultés liées à cette fusion. C'est très long, un processus de fusion. L'éducation nationale, vous savez, c'est de très gros effectifs. Donc, on représente beaucoup de personnel. C'est 60 000 personnels, l'Académie de Normandie. Vous fusionnez pas des organisations de cette taille facilement. Il faut le faire avec beaucoup de temps, avec beaucoup de dialogue. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est fait, ça a bien avancé. Il faudra encore poursuivre le travail. Mais quand j'ai quitté mes fonctions le 26 mars dernier, j'avais le sentiment du devoir accompli et d'avoir fait ce que j'avais à faire. Est-ce que vous diriez que vous avez construit votre carrière ? Est-ce que vous aviez un plan de carrière ? Alors, quand vous regardez ma carrière, vous voyez qu'il n'y avait pas de plan. Parfois, pour faire sourire, j'ai tendance à raconter ma carrière en montrant les échecs, en fait, en partant de tout ce qui n'a pas fonctionné. Je ne vais pas le faire là parce que ce serait un peu long, mais en fait, j'ai rencontré beaucoup d'obstacles et beaucoup de...
je dirais, d'aléas. Et ce que je vous raconte, c'est que parfois, la rencontre ou la chance ou font qu'on a une carrière du type de la mienne, mais au fond, il n'y avait pas de plan de carrière. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très... Ma mère était très féministe, mes parents étaient professeurs, vous l'avez dit, de gauche, féministes, et ils m'ont aidée à avoir envie de dépasser en fait les clivages, la censure, l'autocensure, ça n'a jamais été un problème chez moi. Et donc, je me suis jamais fait tellement peur à aller faire des choses un peu difficiles, et typiquement aller aux affaires étrangères ou à Matignon, quand même des paris un peu risqués, mais j'ai cette culture en moi qui fait que cette force que m'ont donné mes parents, je crois, surtout ma mère, qui fait que je me suis pas fait trop peur, mais alors sans aucun plan. Sarah Emmanuelle Rossi, je suis conseillère RH de proximité de la Seine-Maritime au rectorat de Normandie et je suis agent du ministère des Armées par voie de détachement au rectorat. Pourriez-vous nous dire comment vos études de sociologie ont influencé vos choix professionnels ? Alors, d'abord, vous dire que j'adore cette discipline. C'est une discipline qui a été pour moi un vrai choc intellectuel. Quand j'étais jeune, j'étais très littéraire. C'était assez compliqué parce que mon père voulait que je fasse des maths, donc j'ai dû faire un bac C. Beaucoup de mal à avoir mon bac. Mais après, j'ai dit, c'est terminé, je ferai des lettres. Et il ne m'était jamais venu à l'esprit que les lettres, ça pouvait être aussi les sciences sociales. Il se trouve que, par hasard, parce qu'à l'époque, Parcoursup n'existait pas, et qu'on envoyait des dossiers roses, je m'en souviens encore, de beaux dossiers dans tous les lycées. Et puis, j'ai fait une erreur. Je voulais faire une Hippocagne traditionnelle, et j'ai envoyé mon dossier dans une Hippocagne qui comportait non seulement des mathématiques, ce que je voulais fuir, mais également des sciences sociales. Et en Hippocagne, j'ai appris ce qu'était la sociologie, j'ai compris ce que c'était et à quel point elle répondait à, en fait, une recherche intellectuelle qui était la mienne, qui était que j'étais très attirée. Bon, les lettres, ça reste et ça sera toujours une passion, mais la philo me mettait mal à l'aise. Elle me mettait mal à l'aise sans doute parce que j'ai pas assez de capacité d'abstraction pour aller aussi loin. La métaphysique me tétanise. Et j'avais quand même envie, en revanche, de comprendre le monde, de comprendre les relations entre les individus, et il me manquait ce côté très pratique, très pragmatique, très empirique qu'est la sociologie. Et quand je l'ai découverte, je me suis dit, voilà, c'est ça que j'attends. C'est vraiment comprendre les relations entre les groupes, les personnes, les organisations, d'une façon assez concrète, mais quand même qui peut être à un très haut niveau d'abstraction, très, très, très théorique. Donc j'adore cette discipline et je l'ai enseignée avec bonheur. Je l'ai beaucoup enseignée en formation continue, j'insiste beaucoup parce que, je vous le dis, la formation continue, c'est un bonheur, je pense, pour les enseignants-chercheurs. Et quand on est sociologue des organisations, c'est beaucoup plus facile parce que nos élèves, nos étudiants en formation initiale, ils savent pas ce que c'est l'organisation. Les grandes organisations qu'ils connaissent, c'est l'école, le lycée, un petit peu l'université, et encore, ils en connaissent qu'une petite partie. Et donc, leur expliquer, en fait, qu'il y a des relations de pouvoir dans les organisations, qu'il y a des acteurs qui construisent des stratégies, ça les laisse parfois un peu de marbre. Et donc, j'ai trouvé dans la formation continue un vrai auditoire qui comprenait ce que je disais parce qu'il le vivait, qu'il le connaissait. Et donc, un vrai bonheur. Est-ce que ça pour autant influencer mes choix? Je ne dirais pas forcément parce que, évidemment, je l'ai enseigné pendant 10 ans, donc c'était quand même un choix assez fort. Mais quand m'ont été proposées d'autres expériences qui étaient assez éloignées, je n'ai pas tellement hésité parce que j'ai un peu ce goût d'essayer. J'étais très intéressée quand même très jeune par ce qu'on pourrait appeler la science politique ou le monde politico-administratif qui m'intriguait. C'est la raison pour laquelle, en tant que normalienne, j'ai voulu aussi faire Sciences Po. Parce que je me disais, il y a des trucs que je comprends pas bien, qui ne sont pas du tout dans l'univers de mes parents, pour le coup, et que j'aimerais comprendre. Et c'est aussi cette dimension-là. Aller vers, je dirais, le politico-administratif. Comment se prend une décision publique? Comment on crée une politique publique? Ça m'a toujours absolument intriguée. Et là, la sociologie, elle est extrêmement intéressante. Quand on se demande comment on prend des décisions politiques, comprendre qu'elles sont le fruit de négociations, de compromis, ça permet aussi, quand on est acteur de ces décisions ou qu'on applique ces décisions, comme rectrice par exemple, ou dans d'autres situations, de comprendre qu'elles sont le fruit de compromis entre des intérêts divergents, entre des acteurs qui ont des positions de pouvoir différentes, et qu'à un moment donné, si on veut avancer, il faut parfois laisser de côté un certain nombre d'objectifs qui paraissent importants, mais qu'on doit laisser de côté pour un temps au moins, pour pouvoir avoir un compromis solide et aller de l'avant. Il se trouve que j'ai fait ma thèse un peu sur ces sujets-là, parce que j'ai fait une thèse de doctorat sur la question de la négociation, et que je suis très attachée au fait de construire
C'est ce que j'ai essayé de faire avec la fusion, construire des partenariats ou construire des compromis solides parce qu'on aura chacun fait un pas dans une direction. Et c'est peut-être ça qui m'intéresse. Dans votre parcours professionnel, est-ce que vous pourriez partager votre plus grande réussite ? Il y en aurait beaucoup à citer. Il y a peut-être une chose qui va paraître étonnante, mais qui me rend folle de joie. Lorsque j'étais aux affaires étrangères, on m'a alerté du fait que aux États-Unis, il n'y avait plus de librairies françaises. Autrement dit, il n'y avait plus de livres en français ou très peu de livres en français. Et j'ai été sollicitée par le conseiller culturel à New York pour recréer la dernière librairie française, recréer une librairie française à New York. Et on l'a fait. Ça a été extrêmement difficile parce qu'il fallait trouver beaucoup d'argent. Dès qu'on fait quelque chose aux États-Unis, il faut trouver énormément d'argent. Et il fallait convaincre, bien entendu, y compris le Quai d'Orsay qui était un peu dubitatif. Et aujourd'hui, cette librairie existe. Je ne suis pas allée au bout du projet parce qu'ensuite, j'ai occupé d'autres fonctions. D'autres l'ont poursuivie. Elle existe. Elle s'appelle Albertine. Et elle joue un très grand rôle pour la communauté française, mais aussi pour tout un tas de personnes qui passent. Elle est sur la 5e avenue. Les gens passent, ils entrent et ils trouvent des livres en français. Et pour moi, je tiens beaucoup à ça. Et je suis très fière d'avoir participé un petit peu à mon niveau à ce projet. Bariza Midi, chef d'unité rémunération et carrière au sein du secrétariat général commun de la Seine-Maritime. Alors du coup, vous nous avez parlé d'échecs durant votre carrière. Quel enseignement en avez-vous tiré ? Alors, d'abord, peut-être la façon de les gérer, puisque j'en ai eu plusieurs, je le cache pas, plusieurs phases un peu plus difficiles. De me dire que, par exemple, il faut immédiatement se remobiliser sur un autre projet, quel qu'il soit, parce qu'il m'est arrivé, je ne le cache pas, d'avoir une forme de dépression courte, mais sur le fait d'avoir raté quelque chose et d'avoir du mal à me relancer, et donc faire très attention à ça. Et je le vis souvent et je le dis souvent à mes collègues féminines qui peuvent avoir des trous d'air dans une carrière, il y en a toujours. Et donc ça m'a appris aussi à se dire que il y a des rebonds. Et c'est toujours très étonnant les rebonds parce qu'on ne sait jamais ce à quoi on s'expose. Parce que on croit toujours qu'on va avoir justement un plan de carrière, puis en fait il y en a pas. Et c'est seulement une opportunité, quelqu'un qui passe, qui vous dit mais ça pourrait t'intéresser. Au début vous vous dites mais non, c'est pas du tout pour moi. Et puis finalement ça fonctionne. Et c'est ça que j'ai retenu, c'est-à-dire la capacité à se dire que si c'est pas ce que je veux à l'instant T, ce sera peut-être autre chose de tout à fait intéressant. Et ça m'a aussi, évidemment, beaucoup alertée sur le fait d'accompagner pas seulement les femmes, tous les personnels, lorsque ils peuvent pas obtenir ce qu'ils veulent, ils peuvent pas aller vers les postes qu'ils veulent. Et souvent, on se dit, on a recruté, c'est bon. On oublie les 3-4 personnes qui postulaient et qui on n'a pas recruté. Et qu'il faut aussi recevoir, à qui il faut exposer les raisons, et qu'il faut relancer vers d'autres projets. J'essaie de le faire. C'est pas toujours simple, mais on a toujours essayé de le faire dans l'Académie de Normandie. Et qu'est-ce qui vous caractérise en 3 mots, du coup ? Mon Dieu. Alors, tout à l'heure, vous avez cité la persévérance. Je crois que oui, je suis assez persévérante. Ça, c'est plutôt une qualité. Qu'est-ce que je dirais d'autre ? Je pense que je suis capable de prendre des risques. Ma carrière le montre. Je suis assez ouverte, je crois, dans les choses que j'aime et les personnes que j'aime et les contacts. J'aime énormément rencontrer des personnes nouvelles, apprendre des autres. Et c'est pour ça que l'international, c'est un truc absolument extraordinaire parce que c'est là vraiment vous êtes dans une altérité plus forte et vous découvrez des choses très, très intéressantes. Et puis, oui, une espèce de curiosité. Et puis, un amour immodéré pour les lettres, pour la littérature, l'art en général, mais particulièrement la littérature. Elisa Duval, donc directrice des services de greffe judiciaire, actuellement en détachement au sein de la direction régionale INSEE de Normandie dans le corps des attachés statisticiens. Pour vous, le plafond de verre, qu'est-ce que c'est et y avez-vous déjà été confronté ? Oui, alors j'ai beaucoup réfléchi en venant ici sur ces questions parce que quand je
pendant très longtemps, j'aurais dit non, j'aurais répondu non à cette question. Pendant très longtemps, j'étais totalement inconsciente du fait que dans ma carrière, il y avait un plafond de verre. Je le caractériserai pas par le plafond de verre, parce que j'ai réussi à faire des choses avec des hautes responsabilités, mais des difficultés que j'ai toujours mises pendant des années sur le compte d'autres choses que le fait d'être une femme. Et il a fallu beaucoup de travail, de formation, de lecture aussi, de sociologue notamment, mais aussi de discussion avec mes filles. Je reviendrai sur mes filles, qui sont très conscientes, très féministes et d'une belle manière, pour comprendre qu'un certain nombre de blocages que j'attribuais à d'autres éléments venaient sans doute aussi, et très probablement, du fait d'être une femme. Je vous en donne un exemple. Pratiquement dans tous les postes que j'ai occupés, je vous ai cité, à part celui de rectrice, j'y reviendrai, j'ai eu une sorte de bizutage, voire j'appellerais ça très violemment un procès en légitimité. J'arrive, on considère que je ne devrais pas être là, et on se demande pourquoi je suis là. Alors, c'était caricatural à la Défense, logiquement. Il se trouve que j'étais plutôt à la DGA, donc qui est un milieu de polytechniciens, très masculin, et que je ne suis pas polytechnicienne. Et donc, on me faisait comprendre que vraiment, on ne voyait vraiment pas ce que j'allais faire là. Je suis restée 4 ans quand même, hein, donc j'ai prouvé que je pouvais faire quelques trucs. Mais ça a été assez lourd, voire par moments avec des choses un peu lourdes, un peu difficiles dans ce procès-là. Mais chaque fois que j'ai pris un job, ça a toujours été un peu... Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans mon parcours. C'était, je devais pas être là, ça devrait... Bon. Et pendant longtemps, j'ai accepté, en fait, j'ai intériorisé ces contraintes. Je ne suis pas polytechnicienne, je n'ai pas fait tout le parcours pour rentrer à Matignon, etc. Donc je me disais, oui, c'est normal. Et puis, les discussions, et depuis une dizaine d'années, m'ont amené à comprendre quand même que, sans doute, un homme ayant le même parcours n'aurait pas eu les mêmes difficultés, le même procès en légitimité systématique. Et si j'insiste sur le fait que comme rectrice, il n'y a jamais eu la moindre question sur ma légitimité, c'est parce que les rectrices, il y en a 50% de femmes. C'est pas un hasard. Et donc, il y a plus de sujet. Et ça, je pense que c'est quand même très, très important. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller au-delà. Dans le milieu de l'éducation, on a 50% de femmes rectrices, mais sur d'autres postes, de niveau départemental, de chef d'établissement, c'est pas du tout le cas encore. Et quand on regarde les chefs d'établissement de gros établissements, c'est encore moins le cas. Donc il faut vraiment continuer notre combat pour les tirer vers les postes à responsabilité quand elles le peuvent, quand elles le veulent, mais il faut aussi les amener à le vouloir. Parce qu'on verra ensuite qu'il n'y avait pas de problème particulier et que le procès en légitimité n'existe plus. C'est mon souhait le plus cher. Mais ça s'est vu à de nombreux moments. Et quels freins avez-vous rencontrés durant votre carrière, précisément ? Alors, bon, j'ai cité la question du procès en légitimité. Il y avait aussi d'autres éléments. C'est pas des freins, mais c'est quand même des formes de sexisme déguisées sur, par exemple, les questions liées à l'apparence. Même des réflexions de la part de femmes, je le dis, qui m'expliquaient quand j'étais une jeune conseillère en cabinet, mais pourquoi tu portes pas de veste ? Il faut porter des vestes. Je porte des vestes. Honnêtement, je comprenais pas pourquoi il fallait que je porte des vestes. Et il a fallu qu'on m'explique que c'est parce que les hommes allaient regarder les formes. Non, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais c'était une époque où on pouvait vous dire ça et même vous culpabilisiez de ne pas avoir pensé vous-même. Hein. Donc, il fallait porter une veste. Donc, ça m'a beaucoup frappée. Et puis, mon mari qui croyait m'aider à un moment donné me disait que pour avoir les postes que je voulais, j'étais justement à ce moment-là dans une phase un peu de creux. Il me disait, il faudrait arrêter d'être blonde. Voilà. Peut-être que ça t'aiderait, on te prendrait plus au sérieux. C'était très gentil, je pense qu'il y avait de la meilleure intention du monde. Sauf que, quand même, ça en dit long. Mais le plus dur de tout ça, c'est qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas considéré comme du sexisme. C'est a posteriori, aujourd'hui, que je m'en rends compte. Donc c'est quand même terrible, cette intériorisation de la contrainte. Voilà. Donc ce que vous dites là, c'est que le fait d'être une femme, ça a rendu les choses peut-être un peu plus compliquées pour vous. Mais est-ce que le fait d'être une femme, ça a pu aussi être un atout dans le cadre de votre carrière professionnelle ? Je fais partie des personnes qui disent que ça devrait même être ni un atout, ni un handicap. J'ai là-dessus un propos assez, peut-être qui va choquer, mais on a souvent, dans les formations, et puis vous savez, le cabinet McKinsey qui a écrit pas mal de choses là-dessus, l'idée que mettre des femmes dans des postes à responsabilité, c'est bon pour la performance. Et là, il y a des études qui sortent maintenant qui montrent que c'est ni bon ni mauvais. C'est parfois bon, parfois mauvais, parfois neutre.
Et la question, c'est pas la performance, parce que ça voudrait dire, et ça explique qu'on est tous le syndrome de l'imposteur. Si on vous dit, c'est bon pour la performance, donc c'est pour ça qu'on vous prend, vous devez être super performante. Donc non, c'est pas pour ça qu'on met des femmes partout. Enfin, à 50-50, c'est parce que c'est un exercice d'égalité. C'est juste l'égalité. C'est comme si on disait aux gens, la liberté, c'est mieux, ça fait fonctionner les affaires, donc c'est bien d'être libre. Jamais cette question ne se pose. La liberté, c'est pour la liberté, c'est une valeur essentielle. L'égalité aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, et j'ai pas trop envie de dire que ça a été un atout. Je pense pas, d'ailleurs j'ai même pas d'exemple à vous citer dans lequel ça aurait été un atout. Mais il se peut que parfois, le fait d'être une femme, peut-être il y a des effets d'identification justement des autres femmes, ça c'est plutôt sympa. J'ai essayé parfois d'aider un certain nombre de collègues en me disant je vais leur tendre la main à ces femmes qui s'autocensurent, etc. Mais je pense qu'un homme doit le faire aussi. Élise Brière, technicienne de recherche et formation à l'Éducation nationale. Donc, comme vous en parliez, est-ce que vous avez l'impression qu'au travail, pour faire ses preuves, on demande plus à une femme qu'à un homme ? Oui, malheureusement, c'est un peu ce sentiment-là, ce sentiment de surperformance, surinvestissement qui est demandé. Ça, je l'ai quand même ressenti assez souvent. L'idée de ne pas commettre d'erreurs, l'idée de démontrer soit la loyauté, soit la capacité à être ultra disponible. Je sais que les hommes le sont aussi. Je sais qu'ils font aussi ils ont parfois aussi ce surinvestissement, c'est évident. Mais j'ai eu le sentiment parfois que on pouvait en attendre davantage des femmes parce qu'il y avait cette espèce d'interrogation de départ. Ce que j'appelle le procès en légitimité, c'est est-ce qu'elle va quand même y arriver ? Et donc pour ça, il y a une espèce de pression à la performance. Voilà. Et ça veut pas dire que c'est si désagréable que ça, parce qu'on aime notre travail, on le fait bien, etc. Mais je pense que oui, il y a quand même une attente forte, en tout cas intériorisée. Est-ce qu'elle existe vraiment ? Je ne saurais pas le dire, mais intériorisée, oui. L'idée qu'il faut qu'on montre quand même qu'on ne fait pas d'erreur et qu'on est bonne dans ce qu'on fait, quoi. Moi, je l'ai ressenti à de nombreuses reprises. Et notamment cette question de la disponibilité qui est extrêmement prégnante dans les postes à haute responsabilité, où c'est quand même aujourd'hui, et en France, parce que c'est pas vrai partout, un espèce de critère de performance, enfin, critère de loyauté, critère d'appartenance à une institution, ce qui est quand même un peu surprenant. Vous parliez aussi du sexisme, donc vous avez été confronté parfois peut-être à des propos ou des comportements sexistes. Est-ce que vous pensez que ça évolue ? Est-ce que ça a évolué depuis, tout au cours de votre carrière ? Franchement, énormément. Et je suis très heureuse que les nouvelles générations de jeunes filles soient extrêmement conscientes, éveillées sur ces sujets-là. C'est un vrai changement radical de mon point de vue. Il y a avant MeToo et après MeToo. Et je trouve que vraiment, que ce soit les formations telles que les vôtres, mais aussi toutes sortes de formations qu'on fait sur les stéréotypes, sur le sexisme et la violence sexuelle également, sont extrêmement importantes. Et c'est, je dirais, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai connu. Parce que je suis d'une génération de femmes qui a connu les propos sexistes et qui avait intériorisé le fait que c'était normal. Et je dirais, on se sent toutes très coupables de ne pas avoir dénoncé, voire d'avoir ri à des blagues auxquelles on rirait plus jamais aujourd'hui. Et donc, c'est heureux qu'aujourd'hui, il y ait un mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné, mais ça veut dire qu'il y a une génération qui monte, qui ne laissera pas faire, et que nous, on doit les accompagner. Et ça renvoie à des discussions que j'ai avec mes filles qui ne sont pas toujours très faciles, parce qu'elles sont tellement engagées que parfois, il y a ce que Bourdieu appelle le conflit de génération, qui est un conflit où vraiment les valeurs que nous portons sont dévalorisées parce que nous, on a fait tout ça, on a tout accepté quelque part. Et mes filles me le disent, mais comment tu as pu accepter ces choses-là ? Donc il faut leur expliquer que nous n'avions pas la possibilité de l'exprimer, tout simplement parce que même nous n'en avions pas conscience. Et pour elles, c'est très difficile à entendre. Donc moi, je suis très contente que la génération de mes filles soit très mobilisée et qu'elle traque ça partout où ça existe. Et il faut qu'on les accompagne, nous, enfin ma génération, les générations d'après, et qu'on ne laisse pas ce sujet retomber. C'est quand même un peu un risque. C'est un peu un risque que ça retombe aujourd'hui. Je le crains pour des raisons géopolitiques, politiques, etc.
Fatima Tanyang, chargée de mission à la coordination de la politique interministérielle et référente du réseau des maisons France Service à la préfecture de l'Eure. Quelle est votre définition du pouvoir et vous considérez-vous comme une femme de pouvoir ? Alors pour une sociologue, poser une question sur le pouvoir, c'est facile. Le pouvoir, si vous voulez, en gros, c'est la capacité de faire quelque chose à quelqu'un qui n'aurait pas fait sans votre intervention. C'est une définition que je donne, qui est très classique, que Max Weber, qui est un grand sociologue du fin du 19e, début du 20e, a bien théorisé, et qui a été reprise ensuite par pas mal de sociologues pour montrer que le pouvoir n'est pas mal en soi. D'abord parce que le pouvoir, c'est une relation. C'est une relation entre deux individus, deux groupes, un groupe et un individu. Bref, c'est pas le pouvoir au sens maléfique, mais c'est le pouvoir de faire. C'est le pouvoir de faire avancer des projets, mais de faire aussi des choses que peut-être d'autres n'auraient pas faites. Par exemple, prendre des jobs quand on est une femme et on s'auto-censure. Donc le pouvoir, oui, je considère que je suis une femme de pouvoir au sens où j'ai exercé de hautes responsabilités. J'en exerce encore, mais pas obsédée par le pouvoir au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire la possibilité d'imposer des choses qui n'auraient pas de sens. C'est là où la limite doit être mise. En fait, dans les métiers que nous exerçons toutes, ça n'existe pas, ça, parce qu'en fait, on est au service, je dirais, d'usagers, qui sont très importants pour nous. On est dans un système très large de hiérarchie, mais aussi de collaboration, de partenariat. Et donc, le pouvoir, il est très encadré, et il ne se définit pas par le pouvoir type pouvoir de droit divin qui pourrait s'exercer de manière complètement unilatérale. Donc c'est un pouvoir de partage, c'est un pouvoir d'emmener d'autres personnes dans vos projets quand vous pensez qu'ils sont bons, et on le croit toujours un petit peu. C'est le pouvoir d'écouter aussi, puis de transformer le projet, comme je le disais, à travers le compromis, la négociation, en se disant peut-être que ça, je suis allée un peu trop loin. Donc oui, il y a la question du pouvoir, elle est là, elle est présente, mais je dirais pas dans sa caricature. Alors, toujours dans les définitions, pourriez-vous définir l'ambition et vous considérez-vous comme une femme ambitieuse ? Oui, je me considère comme une femme ambitieuse au sens où, encore une fois, je me mets pas de limite à ce que je peux entreprendre dans tous les sens du terme. Ça veut pas dire forcément aller toujours vers des postes à plus haute responsabilité. Ça peut être des postes différents, mais comme je l'ai exprimé, j'ai pas très peur parce que, encore une fois, j'ai cette force qui m'a été donnée jeune et qui n'est pas donnée à toutes. J'insisterai là-dessus, à nos jeunes filles notamment, de penser qu'on peut faire et on peut avancer. Donc oui, je me définis comme ambitieuse au sens où faut pas se censurer. Quel métier rêviez-vous de faire quand vous étiez petite et quelle petite fille étiez-vous ? Alors, c'est une bonne question. Alors d'abord, j'étais une petite fille comme mes parents m'ont élevée exactement comme mon frère cadet. J'étais une petite fille très bagarreuse, très frondeuse. Ça m'a valu pas mal de difficultés à l'école qui m'ont fait beaucoup réfléchir sur la façon dont on traite les filles à l'école. Vous savez que c'est quand même un vrai sujet. Parce que y a des études qui montrent que la même violence ou la même bêtise faite par une petite fille, même en maternelle, est plus sanctionnée que par un garçon. Pour un garçon, parce qu'on attend d'une petite fille plus de sagesse, moins de violence, etc. C'est sidérant. Et donc moi, on me disait tout le temps que j'étais un garçon manqué, que j'étais trop frondeuse, à telle enseigne qu'à la fin du collège, je ne parlais plus à l'oral. Alors que j'étais j'aime beaucoup parler. Et je levais la main sans arrêt en 6e et en fin de 3e, je ne levais plus la main. Parce que j'étais considérée comme trop frondeuse, parlant tout le temps, voulant tout le temps répondre, racontant des trucs. Et ça ne plaisait pas. Donc il y avait quand même déjà ce syndrome-là, parce que les petits garçons à côté, ils n'ont pas eu ce problème. Donc je suis quand même très sensible à cette question. Et vous me demandiez ce que je voulais faire. Eh bien, assez logiquement, je voulais être écrivain parce que j'adorais lire et que j'étais fascinée par notamment le roman du 19e. Donc, je voulais écrire des romans du 19e, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Et oui, ça m'a amenée à faire des lettres, pas forcément à devenir écrivain. Donc Hélène Lemercier, CNRS, je suis actuellement en détachement dans un poste de responsable de ressources humaines à l'ENSICAN. Et vous avez parlé donc de procès en légitimité. Est-ce que malgré tout ce que vous avez vécu, vous avez toujours cru en vous ? Oui. C'est une grande force, encore une fois, je la dois à ma famille, je le répète un petit peu, je pense, de pas douter de mes capacités, peut-être avec beaucoup d'inconscience,
je crois que je me pose pas trop de questions, mais en travaillant beaucoup avec des femmes, je me rends compte qu'elles s'en posent beaucoup plus. Combien de femmes j'ai évalué ou j'évalue encore, qui me disent qu'elles ne pourraient pas faire ce métier parce que elles n'en ont pas les capacités. C'est fou et il faut vraiment qu'on arrive à les aider et parce que jamais, aucun homme ne me dit la même chose, jamais. Donc il y a bien cette question. Et si moi j'ai eu la force de le faire parce que j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a aidée, je sais que des générations de femmes ne l'ont pas et que c'est à nous de leur tendre la main pour qu'elles ne s'auto-censurent pas. Oui. Et par rapport à la confiance, en fait, dans des moments de doute, comment vous avez pu nourrir cette confiance en vous? C'est vraiment ça, c'est une question assez difficile. Et ça relève effectivement de la psychologie assez profonde. Je pense, j'ai toujours envie de répondre à ma famille, mais je pense aussi que j'ai sans doute eu un bon équilibre familial, même si c'était un équilibre un peu particulier, parce que j'ai élevé pratiquement mes filles toutes seules. Donc, mais on forme une famille, certes petite, mais extrêmement soudée, extrêmement forte et très aimante. Et donc, peut-être que ça donne beaucoup de force, beaucoup de paix. Donc, c'est peut-être tout ça qui fait que j'ai pas trop eu... Mais j'ai perdu confiance parfois. Les phases dont je vous parlais tout à l'heure, sur les phases où j'étais en échec... J'ai dévalé la pente, en fait, assez lourdement, en me disant que je savais rien faire. Je disais des choses assez terribles. Je sais rien faire. Je suis nulle. Je peux pas parler. Je voulais plus parler à l'oral. De la même manière, c'est toujours mon problème. À un moment donné, je m'effondre et je veux plus parler. Et ça remonte, en fait, heureusement, parce que quelqu'un m'appelle en disant, tu sais, tu pourrais faire ça, etc. Je me dis, non, je vais pas y arriver. Mais j'y vais et finalement, je me relance, en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, j'ai appris de mes échecs de arrêter de me dire que je n'y arriverai pas. Parce que, donc, c'est pas une confiance absolue, c'est une confiance qui parfois s'effondre, mais qui retrouve un peu d'élan le moment venu, avec parfois un peu de repos, un peu de... ça va mieux, le soleil brille, et hop, on repart. Vous avez parlé d'aucune autocensure et vous êtes toujours senti à votre place, en fait. Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Je vous dis, j'ai toujours sauf rectrice, mais toujours j'avais le sentiment que j'étais là un peu par hasard. Même quand j'ai eu Normal Sup, j'ai cru que c'était une erreur dans le listing. Donc oui, non, je me sens pas systématiquement à ma place parce qu'il y a cette espèce de procès en légitimité, de crainte, de syndrome de l'imposteur, oui. Mais quand on me propose le poste, je dis pas non. C'est ça que j'appelle pas d'autocensure. Je me dis je vais y arriver. Et après, je me heurte aux contraintes et puis je me bats et puis je finis par y arriver malgré les procès en légitimité. Et puis on finit par y arriver. Mais oui, non, je n'ai pas le sentiment toujours d'être à ma place en arrivant. Au contraire, quand je suis arrivée à Matignon, c'est très particulier. Matignon, non seulement c'est un cabinet ministériel, mais en plus c'est un cabinet qui fait de l'arbitrage interministériel. Il fallait que je comprenne, en fait, moi qui n'avais pas travaillé dans l'administration, c'était extrêmement compliqué. Je me souviens de mon angoisse quand on m'a dit la première fois, il faut que tu bleuisses le décret. C'est quoi bleuir un décret ? Et donc je suis allée voir des gens en leur demandant ça veut dire quoi bleuir un décret ? Et ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. Non, j'étais pas à ma place parce que je connaissais vraiment mal ces mécanismes-là, mais on m'avait recrutée pour d'autres qualités, peut-être parce que j'étais sociologue, peut-être aussi parce que j'apportais un peu de... C'était un cabinet, je ne le cache pas, c'était le cabinet de Jean-Pierre Raffarin. Il avait eu pour règle de ne pas recruter que des hauts fonctionnaires, je dirais, issus des grands corps. Il avait des jeunes, il avait des femmes, il avait des gens qui venaient de l'associatif, et des gens comme moi, voilà, un enseignant-chercheur, pourquoi pas. Et il avait cette envie de constituer un cabinet un peu différemment, ce qui fait qu'effectivement, on n'était pas tous au même niveau que les gens qui sortaient de la Cour des comptes ou qui avaient déjà fait des années en administration, très clairement. Agnès Magnan, je suis conseillère technique de service social à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Maritime. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie personnelle et si vous avez eu des choix difficiles à faire ?
Alors, je vous ai dit, j'ai 2 enfants que j'ai élevés en très grande partie seule. Donc, la double journée de travail, je connais. La charge mentale, surtout. Je crois que c'est surtout ça qui, à mon avis, plus pour les postes à responsabilité, c'est plutôt la charge mentale que la question de la double journée. Pourquoi ? Parce que quand on a des hautes responsabilités, on a le salaire qui va avec, donc on peut avoir quand même des aides. Et moi, j'ai été aidée, je le dis. Et heureusement, je me suis fait aider. Donc, j'ai eu cette chance. Mais beaucoup de femmes ne l'ont pas. Même à des postes de responsabilité, mais qui sont pas encore vraiment à des niveaux de salaire qu'on pourrait attendre. Et donc, de ce point de vue, ce qui m'a le plus, moi, ce qui est le plus difficile encore aujourd'hui, c'est cette charge mentale. De toujours savoir, comme un tableau Excel, où sont mes filles, ce qu'elles font, quels problèmes elles peuvent rencontrer. Et si elles m'appellent en réunion, il faut que je puisse décrocher. C'est une charge. Je suis à peu près convaincue que les hommes ne la vivent pas de la manière aussi intense. Et il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce soit partagé. Alors évidemment, en l'occurrence, c'était pas possible. Mais je pense que oui, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, faire comprendre au collectif, à une institution, que en face d'eux, ils ont des femmes qui donc ont 2 cerveaux qui travaillent en même temps et que par moments, c'est tendu. Et que donc, voilà. Ça, c'est la première difficulté. En même temps, avoir élevé mes enfants a été un grand bonheur, je disais, un grand facteur de stabilité, de bonheur. Mais c'est vrai qu'on renonce parfois. Alors, on renonce vous avez vu, moi, j'ai pas renoncé à des jobs, mais j'ai quand même renoncé pendant longtemps à la mobilité, pendant des années. Il a fallu que mes filles soient un peu plus en âge d'être un petit peu plus autonome pour que j'accepte d'aller à Limoges puis en Normandie. Je restais à Paris pour mes filles parce que je ne pouvais pas les lâcher. Ça se pose, je sais, moins pour les hommes. Et puis, la question de la mobilité internationale qui est quasiment impossible. Enfin, très difficile, sauf pour mes copains diplomates. Souvent, ce sont des couples de diplomates. Et donc, l'un fait carrière à l'international pendant un certain temps et l'autre le suivant dans le meilleur des cas. Mais c'est quand même ça, c'est des questions qui se posent. Et il y a beaucoup de femmes, je sais, qui attendent pour le job à responsabilité que l'enfant grandisse. Mais quand l'enfant a grandi, il n'est plus là, le job à responsabilité. Ça arrive très souvent. Donc on fait ces choix-là. Ou pire, on fait des choix personnels parce qu'on veut poursuivre son travail. Ce qui est aussi encore peut-être plus grave, c'est-à-dire, je lisais un article qui disait qu'il y avait un recul de l'âge à la maternité chez les femmes qui ont des postes à responsabilité. Moi, j'ai eu ma première fille à 32 ans et la deuxième à 42, donc je pense que je fais partie du truc où je me suis dit, il faut attendre. Sauf que c'est quand même des choix personnels lourds, et c'est donc, ça devrait pas être. Un peu dans la poursuite de la question, est-ce que ça veut dire que vous pensez que c'est plus facile pour un homme que pour une femme de concilier sa vie professionnelle, sa vie personnelle ? Alors là, absolument. Et d'ailleurs, toutes les études le montrent. Il n'y a pas de là-dessus. J'ai pas à me justifier. On sait que paradoxalement, la maternité est un frein à la carrière des femmes. Elle est un booster pour la carrière des hommes. Quand on regarde statistiquement les promotions obtenues, etc., ça a été fait très très bien par l'INED, par l'INSEE. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a une vraie différence. La conciliation, elle expose les femmes à un ralentissement de carrière. C'est tout. Donc, c'est pas neutre. Oui, donc Fabienne Dieuset, secrétaire générale adjointe de l'ADREAL, donc la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous permet de garder un équilibre de vie et comment vous faites pour prendre soin de vous ? C'est important de prendre soin de soi. Absolument. Je pense que c'est aussi tout ce qu'on fait en dehors du travail qui est l'équilibre. Donc moi, j'ai une partie importante qui est occupée avec mes filles, mais on fait beaucoup de choses avec mes filles. On voyage dès qu'on peut. On a aussi beaucoup d'activités culturelles et pendant ces moments-là, on décompresse complètement par rapport au travail. Et j'y suis très attachée. Je ne fais pas beaucoup de concessions à ça, si ce n'est de regarder de temps en temps mon téléphone pour vérifier qu'il n'y a pas de drame, mais en général, il n'y en a pas, et donc on fait. Et je pense que ça, c'est très important d'avoir aussi son jardin secret, les activités. Certains font du sport, certains ont des activités associatives. C'est un peu difficile dans un agenda de rectrice, par exemple, mais je pense que c'est très utile de ne pas concentrer complètement tous ces centres d'intérêt sur la seule activité professionnelle qui, un jour ou l'autre, finalement, disparaîtra. Donc moi, je suis assez attentive à ça, à essayer de garder d'autres centres d'intérêt, d'autres amis aussi. J'ai gardé mes amis depuis 30, 40 ans parfois, donc ça, c'est
une chance folle, et essayer de garder ses amis qui, eux, ont eu des trajectoires totalement différentes. J'ai beaucoup d'amis qui sont professeurs, forcément, parce qu'elles étaient normaliennes avec moi. Et c'est agréable parce qu'on n'a pas les mêmes conversations, quoi. On parle d'autres choses. Alors, avec les professeurs, on peut parler un peu, mais on essaye d'éviter. Mais on parle de nos vies et ça évite quand même d'être complètement focalisé sur ces sujets-là. Sandrine Duval, directrice adjointe à la plateforme régionale des achats à la préfecture de région Normandie. Quelle personnalité vous inspire ? Pourquoi ? Évidemment, j'ai envie de citer, et je citerai forcément Simone Veil, parce que c'était vraiment, mais c'est banal, mais j'ai été extraordinairement fière en arrivant dans l'Académie de Limoges. C'était juste après le décès de Simone Veil, et on a dénommé le premier collège Simone Veil. Et le jour où j'ai fait ça, j'ai inauguré le collège Simone Veil. Je me suis sentie heureuse pour elle, fière, tellement fière de cette femme. Donc bien sûr que c'est sans doute la femme qui m'inspire le plus. Mais j'ai aussi beaucoup d'affection pour des écrivaines qu'on redécouvre en ce moment. Moi, je les lisais pas quand j'étais jeune, et plus ça va, plus je les lis et plus je découvre des pépites. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de femmes sont quelque part reviennent sur le devant de la scène alors qu'on les avait totalement oubliées. Et je pense évidemment à Colette, évidemment à George Sand, mais il y en a d'autres. Louise Labbé, évidemment, que j'adore absolument, mais que je connaissais quand même avant. Voilà, à travers ces personnages qui sont pas des personnages parfois. Louise Labbé, je ne la connais pas, je connais juste ses sonnets. Mais George Sand, on la suit, on sait ce qu'elle est devenue, on sait ce qu'elle a fait, les combats qu'elle a menés. Et donc ça, c'est des très beaux personnages. Et puis, je ne cache pas que je suis aussi inspirée par des personnages masculins, mais je pense que c'est important aussi de se raccrocher à des personnages de femmes. Parce que c'est vrai qu'étant petite, je me raccrochais qu'à des personnages masculins, puisque, en fait, dans notre univers intellectuel, il y avait que ça. Quelles valeurs avez-vous transmises à vos filles ? Pensez-vous être un exemple pour elles ? Surtout pas. C'est plutôt le contraire. Les valeurs, alors bon, c'est les valeurs. D'abord, vous l'avez dit, je suis très attachée aux valeurs républicaines et je pense que mes filles, de ce point de vue, en entendent parler assez souvent et qu'elles sont aussi, comme moi, très fortement attachées à nos valeurs, à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la laïcité. C'est des choses qu'on partage bien et sur lesquelles on se comprend bien. La question des filles et des garçons, j'ai reproduit le schéma familial, c'est-à-dire que j'ai élevé mes filles comme si, sans faire de distinction par rapport à ce qu'aurait été une éducation, je crois, une éducation de garçon, et je me suis pas affolée du fait que, à un moment donné, elles pouvaient, je ne sais quoi, y perdre leur féminité, comme on m'a dit quand j'étais plus jeune, etc. Ça m'a pas du tout inquiétée, et ça ne s'est pas produit, mais évidemment. Donc peut-être aussi cet égalitarisme très 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 clair qui fait que ce sont des féministes nées. Voilà. Mais mes filles m'ont largement dépassée de ce point de vue-là, comme je l'ai dit, à la fois elles m'ont dépassée à tout niveau. Elles m'ont dépassée intellectuellement, elles m'ont dépassée, je dirais, professionnellement. Elles m'ont dépassée au sens où elles vont plus loin que moi, et notamment dans ce féminisme. Et moi, j'admire beaucoup leur engagement. Je trouve elles ont, la plus petite à 17 ans, elle est déjà hyper engagée, elle milite et elle est très consciente, et en plus elle a des analyses extrêmement fines. Bon, voilà, ça y est, je parle de mes enfants. Bon, bref. Donc, elles me permettent vraiment de progresser tout le temps. Alors, il y a évidemment la question du numérique, où elles sont toujours là pour m'aider et m'obliger, au fond, m'obliger à pas me ringardiser, m'obliger à comprendre comment on allume l'ordinateur. Et ça, c'est très important. Et elles veulent pas le faire parce qu'elles veulent que je sois autonome. Et c'est quand même très important d'avoir ce relais. Et puis, elles sont aussi, je crois que ça découle de la structure familiale très solidaire. C'est des filles qui ont une solidarité familiale, mais qui s'étend un peu au-delà de la famille. Et ça, je suis très, très fière de ça. Mais je suis pas sûre d'avoir voulu. Mais ce qu'on a été, tout ce que nous avons traversé toutes les trois, fait qu'elles ont développé de belles qualités et que je suis très fière d'elles.
Gaëlle Ferreira, je suis conseillère action sociale et environnement professionnel. Donc je suis à la préfecture de région sur la plateforme des ressources humaines qui vient en appui interministériel et régional. J'avais une question, selon vous, quel est le plus grand défi pour une femme aujourd'hui ? Alors, dans le domaine professionnel, c'est justement de cesser l'autocensure. Je crois que c'est un des sujets les plus importants. C'est pour ça que les formations que vous faites sont si importantes, de donner aux femmes l'impression qu'elles pourront faire ce qu'elles veulent et qu'il n'y a pas elles ne sont pas plus mauvaises que les hommes et que la question de la performance n'est pas attachée au genre. Je tiens beaucoup à ça. On est performant parce qu'on est performant dans un métier, quel que soit le genre. Et c'est pas les qualités de la femme, c'est l'ensemble d'un être humain, qu'il soit homme ou femme, qui a des qualités intellectuelles, cognitives, mais aussi bien sûr d'empathie, de bienveillance ou pas, des qualités de rigueur. Et il y a des femmes qui en ont, il y a des hommes qui en ont. Et je crois que c'est très important qu'on véhicule ce message vraiment d'égalité. Et désessentialiser un tout petit peu la conception qu'on a des femmes. Parce que cette conception selon lesquelles il faudrait prendre des femmes dans les entreprises, McKinsey, il faut prendre des femmes dans les entreprises parce qu'elles ont des valeurs, elles véhiculeraient des valeurs féminines qui favoriseraient la performance de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit, d'abord, c'est pas évident que ce soit vrai, mais en plus, c'est pas forcément ça qu'on essaye de véhiculer. Il faut désessentialiser. Les femmes apportent leurs compétences. Et leurs compétences, c'est qu'elles sont expertes comptables, qu'elles ont fait des études de sciences absolument incroyables. C'est ça, la compétence qui est celle qui est utilisée dans les entreprises. Donc, je pense que c'est très important de passer ce message que les femmes sont à égalité des hommes, mais qu'elles doivent être considérées de la même façon, et à nous, quand même, de les aider à faire en sorte qu'elles soient considérées de la même façon. De ce point de vue, je pense que les lois qui ont imposé la parité, notamment en politique ou dans les conseils d'administration, sont très critiquées en ce moment, mais je pense heureusement qu'elles étaient là. On n'est même pas arrivé à avoir plus de 29% de femmes en Parlement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout encore à l'égalité. Donc, ça veut dire qu'il faut encore travailler sur ces questions-là. Et donc, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait la parité le plus possible. Et puis, le jour où nous l'aurons atteint, on pourra retirer ces lois. C'était l'idée de la loi Copé-Zimmermann. Elle devait durer 1 temps. Le temps est peut-être un petit peu plus long que ce qui avait été anticipé, mais ensuite, on pourra passer à autre chose. Mais cet effort de rattrapage, on doit le faire. Et je le disais tout à l'heure pour l'éducation nationale, ici, il y a beaucoup de personnes, de femmes d'éducation nationale, et j'en suis ravie. On a encore du travail, on a encore une incapacité à promouvoir des femmes. Il faut continuer jusqu'à ce qu'on arrive à l'égalité. Donc oui, c'est vraiment le message fort. Carole Laloué, donc je suis déléguée à l'accompagnement des entreprises et des parcours professionnels, référente Les entreprises s'engagent pour la DETS, la direction du travail en département. Quel message souhaitez-vous transmettre aux femmes et aux hommes qui nous écoutent ? Alors, j'avais envie de dire que pour les femmes, je pense qu'il faut faire attention à la culpabilisation, notamment sur l'articulation vie privée, vie professionnelle qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a une forme de culpabilisation je dirais, assez pernicieuse, qui consiste à laisser entendre qu'une femme qui a des responsabilités est moins au foyer et donc elle négligerait ses enfants. Donc ça, je m'inscris en faux parce que toutes les études et la sociologie travaillent là-dessus depuis très longtemps, montrent que les femmes qui travaillent d'abord, ça pose pas de problème, voire leurs enfants ont de très bons résultats scolaires. Les femmes qui ont des postes à responsabilité ont plutôt des enfants qui ont de bons parcours scolaires, par exemple, qui est quand même un critère important pour savoir si l'enfant va bien. Et donc, je crois qu'il faut arrêter de penser et de faire dire que prendre un poste difficile, ça va être mauvais pour les enfants. Je crois que ça, c'est vraiment un discours qu'on peut plus tenir aux femmes parce que ça entretient bien l'autocensure. Si vous voulez dissuader une femme d'aller dans un poste à responsabilité, vous lui dites qu'elle aura plus de temps pour ses enfants et crac, c'est fini. Je pense qu'il y a une espèce d'incapacité morale à dépasser cet impératif-là. On ne peut pas. Donc, il faut dire, parce que c'est une vérité, c'est pas juste une fake news ou une idée. Les études montrent que le temps passé auprès de ses enfants n'influe pas sur leur bien-être et sur leur réussite scolaire. C'est quand même fort comme résultat, ça. C'est pas parce que vous allez rentrer un peu plus tard
que l'enfant va moins réussir parce que vous allez aussi apporter au foyer d'autres choses, vos compétences, votre capacité à écouter et à apporter autre chose. Et les hommes le font, donc pourquoi pas. Je pense que voilà, cette déculpabilisation du travail comme étant un choix contre les enfants, c'est épouvantable. Bonjour Madame Gavini, je suis responsable partenariat et international à l'école d'architecture et j'étais dans l'éducation nationale aussi quand vous êtes directrice à l'IFPRA et à l'ANR avant, donc voilà. Je voulais vous demander quel conseil donneriez-vous à une femme dans la fonction publique qui souhaite avoir une carrière épanouissante et pourquoi pas augmenter de poste mais aussi changer, prendre des risques, voilà. Je pense qu'il faut qu'elle utilise tous les leviers à sa disposition. Il y en a beaucoup. On parlait tout à l'heure des conseillers mobilité carrière dans l'académie. Vous êtes toutes, une partie d'entre vous, vous êtes à des postes où vous avez du poids dans les décisions de ressources humaines. Et je crois qu'il faut vraiment que les femmes s'appuient sur les femmes. Il y a cette espèce de sororité qui, je crois, fonctionne très bien. J'ai jamais vu une femme vraiment ne pas aider une autre femme en disant c'est une femme, il faut donc que je sois plus attentive et que je fasse attention. Quand on fait des viviers de recrutement, dans mon académie, on s'arrangeait toujours pour que lorsqu'il y a une candidature, il y ait une femme, voire 2, sur 4 personnes, parce que sinon c'est pas possible. Et donc on a souvent renoncé à recruter à l'instant T parce qu'on n'avait pas de femmes dans notre vivier et qu'il fallait aller les chercher et prendre le temps d'aller les chercher pour les mettre. Donc on fait des efforts et il faut que les femmes s'appuient sur les autres femmes, mais aussi sur les dispositifs qui existent et qui sont parfois portés par des hommes, et c'est heureux, et vraiment fassent confiance au fait que c'est vraiment quand même aujourd'hui bien pris en considération et qu'elles peuvent dire leurs réticences, leurs inquiétudes, et qu'il y aura en face quand même des personnes qui pourront les rassurer, qui pourront trouver les bons arguments. Je pense que oui, il faut leur dire qu'aujourd'hui, par bonheur, depuis quelques années, il y a quand même eu du progrès et qu'on peut exposer ses difficultés en tant que femme sans être stigmatisée et au contraire vraiment être aidée. L'aide, c'est très important. Je rappelle quelque chose que j'ai pas dit, mais qui est très important, qui m'avait frappée quand j'ai côtoyé d'un peu près quelqu'un qui était c'était mon mari à l'époque, qui travaillait dans un milieu un peu proche du mien, et j'ai découvert que lui, il allait à des dîners, qu'il recevait des SMS, en dehors du boulot. Il avait tout un réseau que moi, j'avais pas. Et j'ai découvert ça avec stupéfaction, que lui, en fait, le travail, c'était aussi, en dehors du boulot, toute une connexion. Et lorsque, c'était intéressant, parce que on est sortis de cabinet en même temps, lui, 6 mois avant, il y avait des gens qui l'appelaient pour lui dire « Qu'est-ce que tu vas faire à la sortie du cabinet ?» Et moi, non. Et moi, quand je suis sortie de cabinet, ça fait partie de ces moments où j'ai eu un gros trou d'air, parce qu'il se passait rien et que je n'avais pas de poste à la suite. Parce que je n'avais pas ce réseau. Et donc, ces réseaux de femmes qui existent et tous ces systèmes, ils sont là pour remplacer aussi ce que les hommes ont, je dirais, un tout petit peu plus socialement, du fait d'appartenir, je dirais, à une institution, et que parce qu'ils sont masculins, ils vont faire des dîners, ils vont avoir des réseaux qui vont s'installer plus facilement que nous, qui, bêtement, rentrons chez nous pour voir nos enfants après le travail. Voilà, donc je crois que c'est très important de s'appuyer sur les réseaux qui existent. Voilà. Est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez bien aimé qu'on vous pose ? Je pense qu'on n'a pas parlé, par exemple, de harcèlement sexuel ou proprement dit. Moi, on a quand même évoqué MeToo. Je veux dire que ça a été une réalité qu'il faut pas totalement négliger. C'est pas parce qu'on a MeToo que c'est fini. Et donc, qu'il faut encore là aussi qu'on soit très solidaire sur ce sujet et s'inspirer encore une fois des jeunes sur le fait de jamais rien laisser passer, qui puissent dériver là-dessus. Et c'est pas facile, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que je voudrais dire comme message, il peut y avoir un retour d'une sorte de virilisme. Je vais être très claire. On le sent dans un certain nombre de propos, de discours portés. Et je pense qu'il faut qu'on soit vigilante. Et peut-être que ça peut pas être uniquement les jeunes filles, ça peut être aussi nous, notre génération, ou les générations plus jeunes,
qui sommes un peu aux manettes et qui avons encore des leviers pour travailler, qui devons être vigilantes sur le fait que ces acquis, cette prise de conscience MeToo, il ne faut pas qu'elle retombe et qu'on retombe dans des considérations virilistes. Aujourd'hui, et c'est légitime, j'entends parfois des hommes me dire « moi, je ne peux pas avoir ce job parce que je ne suis pas une femme ». Je l'entends et c'est logique, je viens vous dire, moi, dans les viviers, il faut toujours qu'il y ait 2 femmes sur 4, mais on recrute quand même des hommes, je les rassure. Mais c'est vrai, ils ont ce sentiment et on peut l'entendre. Je pense qu'il ne faut pas le rejeter. Ils sont passés d'une situation où ils avaient systématiquement les postes à une situation où il va falloir partager avec des femmes. Et il peut y avoir ce sentiment d'avoir moins d'opportunités. Je pense qu'il faut vraiment surtout pas mépriser ceux qui pensent ça. Il faut juste le déconstruire, les aider à se dire que quand il y a 2 personnes sur 4 dans un vivier, 2 personnes sur 4 qui sont des femmes, ça veut dire qu'il y a une chance sur 2. Et donc, il a une chance sur 2. Et une chance sur 4 au fond, puisque de toute façon, il y aurait eu 4 hommes. Hein. Donc, je pense que c'est fort. Donc, ce virilisme m'inquiète un petit peu. Et j'invite à ce qu'on soit vigilante et qu'on ne perde pas les bonnes ondes de post-MeToo. Voilà. Donc nous vous remercions vraiment pour ce témoignage inspirant. Peut-être pour conclure, ce qu'on peut retenir de vos propos, même si vraiment ça a été très très dense, on a bien la confirmation que vous êtes une femme persévérante et déterminée. On retient aussi votre ouverture d'esprit, votre curiosité qui vous a permis d'avoir accès à un beau parcours professionnel et aussi cette passion qui vous anime pour toutes les activités professionnelles dont vous nous avez parlé. Bien sûr, on retient aussi des freins, des échecs, avec des moments plus difficiles de perte de confiance, où vous avez quand même su nous parler des rebonds. On retient l'importance de se relancer vers des projets nouveaux, d'autres projets, d'apprendre de ces échecs aussi. Ce qui ressort aussi, c'est l'importance du coup de ce que vous a transmis votre famille, notamment votre mère. Et puis, on retient aussi les ressources qui vous ont permis d'en arriver là, notamment votre équilibre familial avec vos filles, pour lesquelles vous voulez surtout pas être un exemple, vers lesquelles vous avez aussi su leur transmettre les valeurs qui vous sont fortes, telles la liberté, l'égalité, la fraternité, mais aussi la laïcité. On retient aussi les valeurs de solidarité. Et puis, les messages que l'on retient, il y en a eu plusieurs. Nous, les femmes, arrêtez de se culpabiliser parce que toutes les études montrent que le temps passé avec ses enfants n'influe pas sur la réussite scolaire et le bien-être de ses enfants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Restez toujours en vigilance, peut-être retenir aussi cette notion-là, parce que toute l'intériorisation des femmes, il y a aussi un risque que ça retombe et que une vigilance est nécessaire. Absolument. Merci Agnès, et on note aussi l'intérêt de ne pas s'auto-censurer. C'est aussi un message que je retiens. Arrêtons en tant que femmes de s'auto-censurer et osons vivre les vies professionnelles que l'on mérite et qui nous correspondent, qui nous ressemblent. Merci beaucoup Madame Gavini. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à en parler autour de vous et à le partager auprès de toute personne qui cherche de l'inspiration. Un immense merci à l'Institut régional d'administration de Lille et à la plateforme régionale des ressources humaines de Normandie, partenaire essentiel de cette journée et de la réalisation de ce podcast. Et bien sûr, merci aux participantes du parcours de formation vers l'égalité professionnelle dont vous avez pu entendre les questions et ressentir l'engagement tout au long de cet échange. Elsa Brière, Fabienne Dieuset, Elisa Duval, Sandrine Duval, Delphine Duvalet, Gaëlle Ferreira, Carole Lalouet, Hélène Lemercier, Agnès Magnan, Bariza Mehdi, Fatima Tanyang, ainsi que Sarah Emmanuel Rossi. Ce podcast a été réalisé par le studio Flamboyance, que je remercie également.